Bonjour, bonjour. Venezuela, un chapitre se clôt, un autre s'ouvre. Où en est-on? Il y a quelques jours, la Cour suprême a réaffirmé, après enquête, la validité de la réélection de Nicolás Maduro comme président de la République bolivarienne du Venezuela. Alors, on va voir ça. Avant toute chose, il faut préciser quelque chose. La première des attaques a été de dire les magistrats sont des militants chavistes, la Cour suprême est une succursale du parti au pouvoir, le PSUV, Parti socialiste uni du Venezuela. Alors qu'en est-il? Comment se choisissent les magistrats au Venezuela? Comme dans de nombreux pays, c'est à travers les organes législatifs, le pouvoir élu, que sont choisis des représentants, des magistrats pour occuper ces fonctions. Le Venezuela ne fait pas exception à la règle. Alors, dans le cas du Venezuela, c'est le pouvoir législatif, comme dans beaucoup d'autres pays. Dans certains cas, c'est le pouvoir exécutif, par exemple, comme aux États-Unis. Et les magistrats sont choisis pour 12 ans. Alors, étant donné que, effectivement, à part un mandat, les autres mandats ont été le pouvoir législatif a été dominé par le chavisme, est-ce que cela fait de la Cour suprême une succursale du parti au pouvoir? Non. Pourquoi? Parce que il faut choisir, alors d'abord, jusqu'à 2021, entre 32 magistrats. En 2021, ils ont réduit le nombre à 20 magistrats. Et puis, toutes les personnes qui vont travailler, que ces personnes-là vont amener dans leur sillage, c'est-à-dire tout un pléthore de professionnels, qui sont évidemment de classe moyenne supérieure, voire de la bourgeoisie locale, et évidemment le monde judiciaire, de par sa composante sociale, c'est pas le terreau électoral et militant du chavisme. Voilà. Donc les magistrats peuvent être sympathisants d'un parti, d'un autre, peuvent être sympathisants d'une cause ou d'une autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas monolithique. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent, évidemment, ont une pléthore de points de vue différents sur la politique nationale. Et comme je le redis, la composante sociale de ce corps de professionnels n'est pas acquis et de loin au chavisme. Voilà. Alors, en quoi a consisté l'enquête? Alors, on se rappelle que l'élection a été contestée par le candidat perdant, Edmundo González, et la personne qu'il représente, Maria Corina Machado, qui ont publié sur Internet des procès-verbaux émanant de leurs assesseurs dans les bureaux de vote. Donc, publier ça sur Internet pour montrer que, en réalité, ils ont gagné l'élection. Alors, la Cour suprême a convoqué tous les partis politiques, a convoqué les membres du Conseil national électoral, a convoqué plusieurs experts, notamment dans le domaine informatique, puisqu'ils ont enquêté aussi sur les cyberattaques dont ont été victimes plusieurs sites de la République, de l'État vénézuélien, et bien sûr, le premier d'entre eux, le Conseil national électoral. Et puis, ils ont convoqué aussi une audience à tous les candidats. Alors, que s'est-il passé? 33 des 38 partis politiques qui ont participé à l'élection se sont présentés. Leurs responsables ont collaboré avec l'enquête du Tribunal suprême de justice, de la Cour suprême. Tous les candidats, sauf le candidat perdant, Edmundo Urrutia, se sont présentés et ont collaboré avec l'enquête. Et ont livré du matériel électoral, des listes d'assesseurs, c'est-à-dire un moyen pour que l'institution judiciaire qui est autorisée à trancher dans les différends électoraux par l'article 297 de la Constitution du Venezuela puisse faire son enquête. Et là, il faut noter tout de suite que le candidat, donc Edmundo Urrutia, n'a pas participé. Mais il se présentait sous les couleurs de partis politiques qui ne lui appartiennent pas. Et les responsables de ces partis politiques, de la MUD, de Un Nuevo Tiempo,
qui donc présentaient M. Urrutia comme candidat, se sont présentés et ont déclaré ne disposer d'aucun procès-verbal. C'est-à-dire que le candidat perdant a refusé de donner le matériel qu'ils ont eux-mêmes téléchargé sur une page web à laquelle vous, comme moi, comme tout le monde, peuvent avoir accès. On y reviendra. Eh bien, le tribunal suprême de justice, la Cour suprême, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a comparé les procès-verbaux qui avaient été donnés par les partis politiques, en premier d'entre eux le PSUV, avec la salle de totalisation du CNE, du Conseil national électoral. C'est-à-dire la transmission que les machines électorales ont faite à l'entité de totalisation électorale. Ils ont comparé si ces chiffres étaient valables, étaient bien en adéquation avec les procès-verbaux physiques dont ils disposaient. Voilà. Et ils en ont conclu que oui, qu'il n'y avait pas eu d'altération entre le procès-verbal qui est imprimé le soir de l'élection dans les bureaux de vote et remis aux assesseurs et ce qui a été totalisé par le CNE à travers de la machine électronique. Voilà. C'est tout aussi simple que cela. Alors, évidemment, ça a été contesté d'un côté, applaudi de l'autre, n'est-ce pas? Le chavisme a dit, ben voilà, nous avons gagné, l'institution a tranché. Les experts nationaux, donc d'universités vénézuéliennes et internationaux, par exemple du Centre d'experts électoral de l'Amérique latine, qui ont participé à l'expertise de la Cour suprême, ont dit, bah, écoutez, voilà, le résultat est en effet validé, n'est-ce pas? Alors ce Conseil des experts électoraux est formé par d'anciens présidents du pouvoir électoral dans leur pays. Des gens qui travaillent, qui sont des spécialistes là-dessus. Voilà. Évidemment, du côté de l'opposition, donc évidemment, on dit que non, la Cour suprême est une entité du chavisme, a essayé de relever des incohérences, de mettre en doute la parole des experts, etc. Mais toujours est-il qu'ils ont refusé de donner leurs procès-verbaux. Et pourquoi? Eh bien, il y a eu plusieurs enquêtes de fait. Je vous renvoie là-dessus sur les articles que nous avons publiés sur le site lesdeuxrives.info, notamment l'article qui a trait au hackage, aux cyberattaques dont a été victime le Centre national électoral, avec les preuves et les paroles d'experts, et à la falsification des procès-verbaux sur le site, donc mis en place par Maria Corina Machado et Monsieur Edmundo González. Et une enquête approfondie sur ces procès-verbaux a révélé que 83% des procès-verbaux qui sont en ligne sur ce site auraient été falsifiés. Voilà. Alors là, on a la construction évidemment de deux réalités différentes. Et finalement, en fonction des préférences des personnes ou des autres, chacun croit à une réalité. Même s'il y a eu enquête, c'est-à-dire que le processus de construction de la réalité est scindé en deux et dans des groupes, on va dire semblables, hein, plus ou moins équivalents, ce qui évidemment pose un problème aussi pour la suite de la vie politique vénézuélienne, parce que quand il y a deux façons d'aborder la réalité avec conviction, on va dire, hein, les chavistes ont de quoi dire nous avons gagné, il y a eu l'expertise faite, ce n'est pas anodin, ce n'est pas hors du réel, parce que, comme nous l'avons dit, nous suivons l'actualité, nous c'était ce qu'on avait dit, on avait un peu prédit, avancé ce chiffre qui n'est pas irréel de la victoire de Nicolás Maduro. Les personnes qui s'opposent à Nicolás Maduro vont avoir la conviction intime qu'il y a eu fraude, malgré les preuves et malgré l'expertise du tribunal suprême de justice, malgré le fait que vous pouvez rentrer sur le site du candidat perdant et vérifier par vous-même, et vous allez voir que tout de même il y a des signatures qui se ressemblent sur les procès-verbaux présentés. Enfin bref, voilà, deux façons d'aborder la réalité dans le futur. Alors, on espère évidemment que cette
cette dichotomie dans le processus de construction de la réalité ne va pas évidemment se transformer en violence pour le pays. Alors à l'international, eh ben on a aussi un monde scindé, on va dire. Les défenseurs du monde multipolaire reconnaissent l'élection et la validité de l'élection de Nicolás Maduro, n'est-ce pas? On a la Chine, la Turquie, l'Iran, la Russie, le Nicaragua, la Bolivie, une grande partie des pays africains, des pays asiatiques, etc. Et puis, il y a les soutiens de Washington qui, eux, ne reconnaissent pas la victoire de Nicolás Maduro, tout pour l'instant ne proclamant pas Edmundo González ou ne reconnaissant pas Edmundo González comme étant le président élu. Et au milieu de tout ça, il y a un pays plus extrême que tous, le Pérou, qui lui reconnaît Edmundo González comme le président du Venezuela. Bon, voilà, c'est le seul. Alors, au milieu de tout ça, il y a quand même un pays qui est un petit peu plus important que les autres et qui est, je dirais, en train de faire un grand écart, c'est le Brésil de Lula, et qui, pour l'instant, continue d'émettre des doutes sur la validité de l'élection de Nicolás Maduro, donc c'est-à-dire qu'il penche plutôt pour la position des alliés de Washington, tout en ayant évidemment un pied dans les BRICS. Alors, le Brésil, je dirais, alors j'ai pas mentionné la Colombie. Colombie, c'est différent, c'est pas le poids du Brésil. Le Brésil, c'est un État en plus. Il y a le président Lula, son parti politique, qui lui a reconnu les élections. Il y a le poids de la diplomatie brésilienne, de l'armée, c'est un État. Dans le cas de la Colombie, c'est différent. Il n'y a pas réellement d'État consolidé. Monsieur Petro, qui est aligné sur la position de Lula, ne maîtrise pas la totalité de sa chancellerie, ni du contrôle territorial. Donc, les deux sont différents. Le président du Mexique, qui au début formait un triumvirat avec ses deux compères sud-américains, a décidé de rompre la relation en donnant libre cours aux institutions vénézuéliennes pour trancher le différend. Alors, pourquoi le Brésil? Le Brésil a essayé évidemment, ou essaye de s'affirmer en tant que la puissance régionale, une puissance régionale médiane qui peut parler avec Washington, qui peut parler avec Moscou et Pékin. Et on a vu d'ailleurs que Washington, à un moment donné, se rangeait, on va dire, derrière la position du Brésil. La France aussi s'est rangée derrière la position du Brésil en disant que on attend de voir ce que va dire le Brésil. Ça diffère de certains autres pays qui sont dans la sphère de Washington, comme certains pays d'Amérique du Sud, comme l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, le Chili, le Costa Rica, c'est-à-dire les satellites de Washington dans la région, et puis certains pays aussi en Europe qui ont pris cette tangente-là. Alors, dans le cas du Brésil, c'est très compliqué, parce qu'on se rappelle que Lula a été élu avec la moitié du pays criant à la fraude, que c'est la Cour suprême du Brésil qui a tranché, qui a donné ou validé la victoire de Lula, qu'il y a eu des grandes manifestations à Brasilia pour revendiquer la victoire, manifestations qui étaient le début d'une insubordination et qui ont été fortement réprimées par la police et par la justice. Et on se rappelle aussi de l'inhabilitation pour 8 ans de l'ex-candidat Bolsonaro. Donc s'il y a bien un pays qui devrait prendre de la hauteur sur ce qui est en train de se passer au Venezuela, c'est bien le Brésil de Lula. Et là, on se demande, mais pourquoi donc émet-il des doutes encore alors que la Cour suprême vient de trancher? Eh ben, je pense qu'il y a là différentes forces au sein de l'État brésilien qui sont en train justement de rentrer en choc et en contradiction. Et ce qui est finalement à l'image du Brésil aujourd'hui, c'est-à-dire le géant économique de l'Amérique latine qui peine encore à s'affirmer dans la région, qui a une vision pour la région, notamment la construction de 5 routes pour l'Amérique du Sud dans les prochaines années, pour 15 milliards de dollars.
une puissance qui a essayé de s'affirmer politiquement. On se rappelle que Lula avait invité tous les présidents de la région, y compris des présidentes qui sont arrivées par un coup d'État dans leur pays. Je pense à Dina Boluarte, qui avait tout le temps... Là, Lula ne demande pas les procès-verbaux de l'élection de Dina Boluarte au Pérou. Non, là, c'est... Donc, un Brésil qui peine à naître comme le moteur de l'Amérique latine et qui, je dirais, souffre un peu de la peine qu'a l'Amérique latine à s'affirmer comme puissance régionale, comme moteur d'intégration, à la différence d'autres régions du monde. Et donc, le Brésil concentre un peu tout cela, voilà. Alors, on va voir comment il se dépatouille de ça, je dirais, parce que la Russie a invité le président Maduro à participer au sommet des BRICS en octobre. Donc, évidemment, Maduro va s'asseoir à la place, juste en face ou à côté de Lula. Il y aura une conversation, bien entendu, formelle ou informelle, je ne sais pas. Et le Brésil, après avoir proposé l'entrée de l'Argentine dans les BRICS, alors Monsieur Milei, à peine arrivé au pouvoir, a déclaré que ça ne l'intéressait pas, et donc il a retiré l'Argentine des BRICS. Aujourd'hui, Monsieur Lula propose la Colombie, c'est-à-dire un allié stratégique de l'OTAN, pour rentrer dans les BRICS, en sachant que on ne sait rien du futur de la Colombie et qu'il pourrait se passer exactement ce qui s'est passé avec l'Argentine. Donc voilà, là on est dans une des batailles du monde multipolaire naissant et qui a des répercussions sur l'élection évidemment au Venezuela. Alors je rajoute aussi que le Brésil, dans la construction de ces 5 routes d'infrastructures qui uniraient l'Amérique du Sud, notamment la route du Nord qui traverse toutes les Guyanes, n'est-ce pas? Donc la Guyane, le Suriname, le Guyana et le Venezuela, et il manque une portion de route à construire d'à peu près 400 km dans le Guyana Essequibo, qui est revendiqué par le Venezuela. Et on se rappelle qu'en décembre dernier, le Venezuela avait fait un référendum pour l'annexer. C'était un cas de casus belli dans la région, qui est une épine dans le pied aussi du Brésil. Bon voilà, tout ça peut expliquer. En tout cas, Lula est dans une panade, on pourrait dire, parce que et là on va voir qu'est-ce qui va se passer, comment va-t-il s'en sortir. Alors, l'autre pays qui est important, c'est les USA. Comment vont-ils réagir? Parce que l'institutionnalité du Venezuela a reconnu après enquête la validité de la réélection de Nicolás Maduro, qui est soutenue par toutes les institutions du Venezuela, et en premier lieu l'armée et la police. Donc pas de perspective d'imposition de leur ex-candidat, pas de perspective non plus de tentative de coup d'État. Ils ont déjà essayé ça lors de leur opération Guaido. Donc, que va-t-il se passer avec les États-Unis? Alors, il y a eu on va prendre du côté de Trump. Alors, que se passerait-il? Que va-t-il se passer avec le Venezuela si Trump est élu? Alors déjà avec Trump, on sait jamais. Mais il y a quelques indices. Si vous vous rappelez, le président Trump a donné une interview avec Elon Musk. Elon Musk qui est dans un combat personnel contre Nicolás Maduro et dans un conflit d'intérêts avec le Venezuela, puisque il y comptait implanter ses entreprises. Et sur les questions d'Elon Musk sur le Venezuela, Trump s'est borné à dire: le Venezuela est un pays sans insécurité. Maduro a réussi à contrôler l'insécurité en nous envoyant tous ces voyous. Et aujourd'hui, les rues de Caracas sont plus sûres que celles de New York. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, là, on voit que ce qui importe, Monsieur Trump, c'est la question migratoire. Et la question migratoire, on la règle avec les autorités du pays, pas avec des autorités virtuelles ou imaginaires.
La deuxième chose, c'est que M. Trump a déclaré aussi vouloir augmenter les réserves stratégiques de pétrole. Donc, aux États-Unis. Donc, s'il veut faire ça, ils vont devoir essayer de racheter sur le marché. Or, le marché peut devenir très instable, puisqu'il y a la guerre en Ukraine, il y a une situation très tendue au Proche-Orient, n'est-ce pas, avec l'Iran, Israël en génocide à Gaza. C'est une situation, une poudrière dans un endroit, enfin une région qui produit historiquement du pétrole. Il y a aussi des grands pays producteurs du pétrole qui sont en train de se tourner vers le monde multipolaire. Alors, est-ce que, au vouloir augmenter les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis, est-ce que ça peut se faire en déclarant une guerre dans un pays, dans le premier pays qui dispose des premières réserves au monde, ou en commerçant avec lui? Je ne sais pas. Nous verrons. Nous verrons. Toujours est-il que les faucons qui entouraient Trump pendant son premier mandat, qui étaient des faucons, des vieux faucons rescapés de la guerre froide, se sont distanciés par la suite. On pense évidemment à John Bolton, à Elliott Abrams, à d'autres qui étaient finalement les fers de lance de la politique de Trump en Amérique latine, et particulièrement de la virulence avec laquelle il a traité le Venezuela. Rappelons-nous aussi que dans les mémoires de John Bolton, John Bolton fait dire à Trump que celui-ci aurait dit « Nous nous sommes peut-être trompés avec Guaido, le tough guy au Venezuela, c'est Maduro. » Et donc, ça ouvre peut-être la porte, non pas une relation d'amitié, certainement pas. Les États-Unis sont une puissance impériale, peu importe d'ailleurs que ce soit Trump ou Kamala Harris qui gagne, et le Venezuela est considéré comme un ennemi, enfin, mais pas un ennemi, considéré comme une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité intérieure des États-Unis. Depuis Obama, ce décret est reconduit tous les ans. Donc, c'est une menace, le Venezuela, n'est-ce pas? Donc, mais en revanche, peut-être que cela pourrait amener à un changement de relation. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne reconnaîtront pas la victoire de Maduro. Parce que cela leur sert pour continuer à appliquer le blocus criminel et de pouvoir décider qui commerce le pétrole du Venezuela, ou avec qui le Venezuela peut commercer son pétrole, puisque les entreprises pétrolières qu'ils veulent commercer, alors soit forer ou acheter du pétrole au Venezuela, doivent demander l'autorisation au département du Trésor. Donc c'est une manière pour eux aussi de réguler les sorties de pétrole vénézuélien. Et finalement, ça c'est aussi un des objectifs stratégiques des États-Unis. Et puis, en ce qui concerne Trump, il n'y a pas de grands donateurs latinos qui imposeraient leur agenda à Trump comme président. Et puis, Trump a déjà été élu. C'est-à-dire qu'une fois élu, une deuxième fois, il ne pourrait pas se représenter, ce qui veut dire que le vote latino de Miami, il en aurait strictement rien à foutre. Il ne doit plus rien à personne, puisque de toute façon, il ne peut plus se représenter par la suite. Voilà. Donc tout ça donne un faisceau, je dirais, d'indices qui pourraient nous indiquer que l'épreuve de force qui a été conduite par Trump lors de son premier mandat contre le Venezuela ne serait peut-être pas reconduite, ou alors de manière différente. En ce qui concerne les démocrates, c'est un peu la même chose, mais les démocrates, avec une victoire de Kamala Harris, certainement pencheraient vers affronter le Venezuela plus avec un soft power, c'est généralement ce qu'ils font, donc financement d'ONG, etc., et essayer d'isoler le Venezuela diplomatiquement, notamment avec le Brésil, avec la Colombie, qui aurait des mauvaises relations avec un gouvernement dirigé par M. Trump. Et puis, même un gouvernement démocrate, là pour le coup, serait dans le même cas de figure qu'un gouvernement républicain, avec la guerre en Ukraine,
un Proche-Orient explosif et un Venezuela qui dispose des plus grandes réserves du monde, et d'essayer de s'en emparer par la force, ça ferait évidemment exploser le prix du pétrole, et surtout que ça ne se réglerait pas en 3 jours, hein. Ça on l'a déjà expliqué. Voilà, alors voilà pour les États-Unis. Que va-t-il se passer? Vraisemblablement, le 10 janvier, on aura une répétition du scénario Guaido de 2019, c'est-à-dire Monsieur Edmundo González devrait, ou au Venezuela ou ailleurs, je ne sais pas, s'autoproclamer président du Venezuela. Nicolás Maduro sera proclamé président de la République bolivarienne du Venezuela devant l'Assemblée nationale le 10 janvier. Il n'y aura évidemment pas de réélection, enfin pas les Vénézuéliens, pas de retour à une élection, comme projet qui avait été donné par Lula pour essayer de se sortir de la panade dans laquelle il s'est mis lui-même. Donc voilà, donc on aura, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la construction sociale de deux réalités dans laquelle les personnes auront leur propre vision finalement de ce qui s'est passé. Il y a une vraie dichotomie. Je dis ça parce que même si la réalité sociale du Venezuela pouvait faire apparaître les chiffres qui ont été ceux de l'élection du 28 juillet, il y a tout de même plusieurs personnes qui croient mordicus, évidemment, qu'il y a eu fraude, et qui, de toute façon, continueront à le croire. On n'est plus là dans un moment où une des parties peut essayer de convaincre l'autre, ou essayer de négocier avec l'autre, comme ça a été aussi proposé par Monsieur Petro, d'essayer de faire un gouvernement d'union nationale. Alors, qu'il le fasse d'abord lui, en Colombie, n'est-ce pas? Qu'il invite Monsieur Uribe et d'anciens paramilitaires à gouverner avec lui, puis ensuite on verra si c'est applicable dans un autre pays ou pas. Donc voilà, on est dans ce cas de figure, et il y a aussi à l'international certaines fractures. Pourquoi? Parce que même s'il y a eu une élection en 2018 avec Monsieur Henri Falcon comme candidat de l'opposition et Monsieur Bertucci, il y avait 3 ou 4 candidats de l'opposition, mais le scrutin avait été boycotté par une grosse partie de l'opposition. Pourquoi l'avait-il boycotté? Parce qu'ils avaient déjà en ligne de mire l'opération Guaido qui allait se dérouler 6 mois plus tard. Et donc il y a l'opposition dans sa totalité n'avait pas participé à une élection depuis 2013, c'est-à-dire depuis 11 ans. Et depuis 11 ans, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé, le chavisme s'est réaccommodé, a fait des choix politiques, des choix stratégiques qui se sont traduits par la désaffection d'une minorité de leaders. Quand je dis une minorité de leaders, c'est, je crois que j'avais fait le calcul il y a quelques années, c'est à peu près 3% de leaders, mais qui sont évidemment remis au goût du jour par les médias, ex-chavistes, etc., etc., et qui finalement servent un peu de prétexte pour certaines personnes ou une certaine gauche qui avait pu par le passé appuyer Chavez, mais qui ne supporte plus le poids du Venezuela, c'est-à-dire ne supporte plus déjà le modèle politique de démocratie participative, mais ne supporte plus d'être associé au Venezuela parce que les médias et la guerre des médias est trop forte. Le fardeau serait trop fort de continuer à finalement chercher la vérité de ce qui est en train de se passer au Venezuela, et serait contre-productif au niveau électoral ou pour des raisons X ou Y, on ne peut pas demander à tout le monde d'être intègre et de continuer à faire un travail et essayer de rechercher la vérité de ce qui se passe dans un pays qui n'intéresse pas au final les électeurs des pays nationaux où se passe la vie politique des partis qui évidemment se sont distanciés de la révolution bolivarienne. Voilà, c'est un choix, voilà. Mais ce choix évidemment
pèse plus parce que alimente, on va dire, la machine médiatique. Évidemment, ce qui alimente aussi, c'est la migration, comme vous pouvez l'imaginer, entre 4 et 5 millions de personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde connaît un Vénézuélien qui va vous parler mal du gouvernement de Nicolás Maduro. Bon, voilà, mais ça fait pas... il y a eu des très grandes manifestations, par exemple, pour revendiquer la victoire de Edmundo González. Il y a eu de très grandes manifestations à Madrid, par exemple. Il y en a eu de très grandes à Buenos Aires, à Lima, au Pérou. Mais au Venezuela, ça n'a pas marché. La manifestation a été un échec. Voilà. Donc, voilà où on en est. Alors, comme je l'ai suggéré dans le début de l'intervention, est-ce que la construction de ces deux réalités pourra être dissipée? Est-ce que la réalité économique et quotidienne du Venezuela pourra faire en sorte que une partie des personnes qui croyaient ou qui croient aujourd'hui mordicus qu'il y a eu fraude et que Edmundo González revienne, on va dire, au chemin institutionnel ou pas? Est-ce que cela peut différer sur d'autres tentatives de coup d'État, d'autres tentatives de briser les institutions vénézuéliennes? Est-ce que la guerre va continuer? Nous verrons dans les prochaines années, avec aussi quelques indices. D'une part, on verra ce que les États-Unis décident de faire, peu importe si c'est Trump ou Harris, décident de faire avec le Venezuela. Est-ce qu'ils vont être partisans d'un statu quo ou augmenter la tension? Et évidemment, ça déterminera la position de leurs satellites latino-américains et européens. Et ou alors est-ce que ça va, la position va devenir plus crue? Et puis surtout, il y a l'amélioration économique attendue du Venezuela, avec une croissance à 8% qui est attendue pour l'année prochaine, avec une économie qui repart. Je vous renvoie aux travaux qui sont publiés sur les deux rives sur cette situation-là. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.